Bonjour à tous et merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour assister à la présentation de mon mémoire. Donc voilà, on peut commencer. Comme je disais, aujourd'hui, je propose de faire une présentation sur mon mémoire intitulée « De la communauté à l'individu, quantifié pour comprendre l'impact des pratiques actuarielles sur la mutualisation ». Donc, c'était un mémoire fait que l'assureur BNP Paribas Cardif et encadré par l'ENSAU, pas précisément Caroline Hilleret, dans le cadre de mon mémoire de fin d'études soutenu il y a bientôt un an, donc en mars 2022. Donc, pour l'organisation de cette présentation, je propose, je pense que je vais voir ça. Un instant, j'ai un petit souci technique. Je vais essayer de... Il y a la base Zoom qui me perturbe. Prends une partie de l'écran. Bon, c'est pas grave, je pense qu'on peut faire ça. OK. Donc, je vous propose, pardon, je pense qu'on a eu du raté dans les slides. Donc, je vous propose de faire cette présentation comme suit. Je vais commencer par vous présenter les enjeux autour de la mutualisation et déboucher sur une formalisation de ce concept qui est plus ou moins connu de nous tous. Pour les questions, j'ai oublié de le mentionner, mais vous pouvez les poser au fil de l'eau dans le chat. On essaiera d'y répondre à toute fin pour ne pas perturber le flux de la présentation. Donc, après les enjeux, le rappel du contexte autour de la mutualisation, nous allons nous intéresser aux outils et à la méthodologie de construction des indicateurs. Ces indicateurs feront l'objet de la présentation de la troisième partie. La quatrième partie sera consacrée à une application numérique sur le portefeuille d'extension de garantie automobile de Cardif. Et nous allons tirer quelques conclusions, quelques synthèses et quelques take-home messages. Donc, pour commencer, rappelons que la mutualisation est une notion fondamentale en assurance. En fait, de par son principe même, l'assurance repose sur la mutualisation d'un certain nombre d'assurés qui cohabitent au sein d'un même portefeuille. De manière plus technique et plus théorique, disons, c'est en fait une réécriture de la loi des grands nombres qui suppose que l'assureur met en commun un certain nombre d'individus, un certain nombre d'assurés au sein d'un portefeuille, ces derniers étant supposés homogènes. En réalité, ils ne sont pas vraiment supposés homogènes, de l'homogénéité est construite et admise au-delà d'une certaine information. Donc ici, il y a une notion d'information ici qui permet à l'assureur de construire l'homogénéité des profils de risque. Donc, on peut distinguer plusieurs niveaux d'information. On peut distinguer le schéma où l'assureur aurait une information idéale. Je profite pour introduire des notations qui serviront tout au long de la présentation. Donc, cette information idéale disponible sur l'assuré est notée grand oméga. C'est pour montrer son côté, disons, complet. C'est une information exhaustive sur le risque individuel. En général, elle n'est pas accessible. Elle peut notamment exister au niveau du garagiste dans un cas d'extension de garantie automobile ou au niveau de l'assuré même sur des sujets de santé. Et là encore, l'assuré n'est même pas certain de disposer de toute l'information. Donc, on peut avoir cette information idéale-là qui n'est pas toujours accessible pour l'assureur. Au contraire, l'assureur observe il observe de manière imparfaite l'information sur ses assurés, notée X oméga ici. C'est toute l'information à disposition de l'assureur pour appréhender son risque et pour décider des choix tarifaires et de ses orientations. Mais ce n'est pas nécessairement toute cette information qui va se retrouver dans la grille tarifaire de l'assureur, puisque entre l'information disponible et l'information finalement utilisée pour la tarification, il y a des restrictions qui peuvent être des restrictions réglementaires, qui peuvent être liées aux canaux de distribution, notamment tout simplement la technologie du partenaire qui ne permet pas de distribuer des tarifs à une maille très fine, ou même des choix techniques et stratégiques de la part de l'assureur qui ne souhaite pas aller au-delà d'un certain niveau de segmentation. Donc, on garde en tête ces trois niveaux d'information et de segmentation qui en découlent. Donc, l'information parfaite, oméga, l'information à disposition de l'assureur, X oméga, et l'information finalement utilisée dans la table tarifaire, ici X assureur. Donc, pour construire ces indicateurs de mutualisation, donc pour bien comprendre la mutualisation,
On a commencé par faire un tour d'horizon autour une revue de l'art autour du sujet de la mutualisation. On s'est rendu compte que même si c'est une notion assez intuitive et assez intuitive au final pour les actuaires, on n'a pas trouvé de définition vraiment claire ou une définition académique bien ancrée. On a tout de même trouvé quelques sources, dont 2 sources académiques assez importantes. Celle de Mathématiques de l'assurance non-vie, dans le livre Mathématiques de l'assurance non-vie, coécrit entre Michel Denuit et Arthur Charpentier, qui nous a permis d'avoir une première idée du formalisme de ce que c'est que le partage de risques entre un assureur et une communauté d'assurés. Toujours dans la suite de ces travaux, ils ont réalisé plus tard, une dizaine d'années plus tard, des travaux sur la segmentation, sur le lien qui existe entre la segmentation et la mutualisation. Ils ont montré notamment que un assureur très segmenté se positionne sur des niches de marché et obtient un SUP très volatile. D'autres réflexions beaucoup plus récentes, donc dans les années 2016, 2020, et ainsi de suite, d'autres réflexions autour de la mutualisation ont également fait surface, disons. Il s'agit notamment de 2 chaires destinées à ce sujet, la chaire Acti-Info et la chaire Paris. Donc, ces 2 chaires ont porté plutôt une réflexion plutôt sociale, épistémologique, voire un peu philosophique sur les enjeux de la mutualisation. Et ils nous ont donc permis de comprendre davantage le sujet et de forger nos intuitions sur la question de la mutualisation. Enfin, même si le thème est omniprésent dans le débat, dans les débats actuariels, dans toutes les communautés, que ce soit en termes de rapport entre l'aide numérique, le big data, l'intelligence artificielle, la mutualisation, ou encore plus récemment même l'entrée en vigueur de la loi Lemoine et les impacts sur la mutualisation ou la démutualisation, les impacts étant encore très peu maîtrisés, je dirais. Le thème, la notion de mutualisation et le thème de démutualisation reviennent assez souvent, du coup, que ce soit la littérature ou la presse, mais on n'a pas de définition à proprement parler. Donc, avant de proposer une première définition, on rappelle ici les enjeux pour lesquels on a une sorte de débat, pourquoi le débat n'est pas complètement abouti, n'est pas encore résolu autour de cette question. C'est parce que selon le point de vue, selon la stratégie de l'assureur, on peut tenir des discours qui sont littéralement opposés. Par exemple, on confronte ici le niveau de segmentation avec 2 points de vue, le point de vue de l'assureur ou le point de vue de la communauté. En vert, pour le code couleur, c'est, disons, les impacts positifs et en rouge, les impacts qu'on pourrait dire négatifs pour l'assureur ou les risques. Lorsque l'assureur décide de n'appliquer aucune segmentation, il aboutit à un pricing, une tarification qui est assez facile à mettre en œuvre et à déployer, à faire vivre dans le temps, c'est assez facile. C'est un assureur qui peut se dire assez inclusif, en ce sens qu'il, en pratiquant un prix unique, il ne fait pas d'exclusion a priori sur les tarifs. Par contre, il a un risque de structure assez important et il s'expose à de l'anti-sélection. Donc, il risque d'être en gros sélectionné par tous les mauvais risques et pas que des mauvais risques, comme on le verra plus tard. Et du point de vue de la communauté, il y a une sorte de justice collective, si on peut le dire ainsi, une forme d'équité sociale dans laquelle toute la communauté participe à l'assurabilité de toute la communauté. Mais pour des personnes qui seraient de très bons risques, donc pour lesquels le risque intrinsèque, le risque propre serait relativement faible, cette assurance serait trop chère. Donc, c'est plutôt un côté négatif pour ces personnes-là. Alors que de l'autre côté, si on adopte le schéma inverse, c'est-à-dire un cas d'hypersegmentation, l'assureur se protège cette fois-ci du risque de structure en faisant un transfert de risque directement dans sa structure tarifaire. Mais il s'expose à 2 autres problèmes, au moins 2 autres problèmes en tout cas. L'instabilité des primes, puisque d'un segment à l'autre, les primes peuvent fluctuer considérablement, mais également à la volatilité du résultat, qui est essentiellement due aux erreurs de modèle dans ce cas. Du point de vue de la communauté, on pourrait prôner cette fois-ci une forme d'équité individuelle où chaque assuré paye son juste prix, mais ce qui met à mal le modèle même de l'assurance, qui est celui de la mutualisation. Notamment ici, on a une exclusion
par les tarifs. Disons que l'exclusion n'est pas directe, elle est indirecte. C'est une exclusion par les tarifs des mauvais risques de tout le système de l'assurance, carrément. Et donc ça, c'est juste une figure générale du débat autour de mutualisation versus démutualisation. Tenons à rappeler que le but de ce mémoire n'est pas de résoudre ce débat, c'est complexe, je pense que ce serait trop prétentieux d'essayer de le faire. Le but de ce mémoire, c'est de fournir des outils qui permettent de mieux débattre, d'être en train de parler de la même chose, tout simplement, de quantifier le niveau de mutualisation ou de démutualisation d'une stratégie plutôt qu'une autre. Et donc, les choix de segmentation, ça reste en fin de compte des choix techniques par les actuaires, des choix commerciaux imposés par les partenaires également, mais en fin de compte, et surtout, des choix stratégiques au regard de la vision de l'assureur. Et donc, on veut, dans le cas de ce mémoire, je pense qu'il y a une slide qui a oublié sa position, bon, pas grave. On veut, dans le cadre de ce mémoire, proposer des indicateurs pour guider l'assureur à ces différents niveaux, que ce soit des niveaux techniques, au niveau commercial ou encore au niveau stratégique, pour affiner ses décisions de segmentation. C'est le but de ce mémoire, pour en parler. Et donc, avant d'arriver aux indicateurs, nous avons pu identifier deux leviers à partir de toutes les intuitions précédemment présentées, deux leviers sur lesquels l'assureur peut s'appuyer pour démutualiser ou mutualiser son portefeuille. Le premier est un levier technique. Il s'agit en fait de l'ensemble des choix que les actuaires font dans la construction de la prime technique entre l'information à disposition et le profil de risque les plus individualisés qui pourra en découler, autant pour moi. Notez ici BC Oméga. Donc, BC Oméga dans toute la présentation pour Burning Cost Oméga représentera le risque le plus segmenté que l'assureur pourrait construire à partir de ces variables à disposition X Oméga. A contrario, l'assureur va décider de pousser un tarif BCAS plutôt, un tarif technique BCAS, BC assureur, qui en général sera plus agrégé que BC Oméga. Et donc, le levier technique représente typiquement les choix que l'assureur fait entre le passage de BC Oméga à BCAS. Au-delà de ces choix techniques, l'assureur peut également s'appuyer sur des choix de marge unitaire, disons, appliquer sur des profils de marge unitaire différenciés d'un assuré à un autre pour équilibrer ou non son portefeuille, aboutissant ainsi à un portefeuille plutôt mutualisé, comme on a ici à gauche, à la représentation graphique. On a un tarif commercial unique qui regroupe un ensemble de profils de risque assez hétérogènes au final. Alors qu'à droite, on n'a aucune mutualisation induite par le levier commercial. En mettant ensemble ces deux leviers, à la fois techniques et commerciaux, on propose de définir la démutualisation comme la désolidarisation des assurés de la communauté, en partant d'un cas extrême, celui d'une prestation individuelle certaine, avec un niveau de marge constant par assuré et sans aucune subside croisée. Il faut comprendre ici qu'on distingue la mutualisation de la solidarité créée par l'assureur. Typiquement, la solidarité créée par l'assureur, c'est l'écart entre le XAS et l'écart entre le BCAS, c'est-à-dire la prime technique, et la prime technique la plus individualisée que l'assureur peut construire. Là, en fait, ce sont des choix que l'assureur réalise pour décider ou non de créer de la solidarité au sein de son portefeuille. Pareil avec les actions qu'il réalise au niveau commercial. Donc, en mettant ces deux éléments ensemble, on peut aboutir à cette proposition, toute formalisation de la définition. Voilà. Donc, je pense qu'on peut passer cette slide. Donc, on rappelle juste les objectifs. Définir de manière quantifiable la mutualisation, proposer des indices calculables et étudier empiriquement les effets de la démutualisation sur l'assurance et sur l'assureur particulièrement. S'agissant de la démarche qui a conduit à la construction des indicateurs de démutualisation, nous avons vu jusqu'à présent que la mutualisation peut être reliée à la notion de dispersion. La dispersion, notamment des profils de risque dans le portefeuille. L'assureur a un certain portefeuille. Est-ce que tous les assurés au sein de ce portefeuille se ressemblent? Oui, non. Donc,
première réflexion a été de chercher dans la littérature quels sont les indicateurs qui permettraient de mesurer cette notion de dispersion. Deux grandes familles ont été identifiées. Une famille qui mesure la dispersion en termes de volatilité autour d'une tendance centrale, assez bien connue par la communauté des actuaires. Il s'agit de la variance, tout simplement. C'est d'ailleurs celle qui est introduite pour le partage de risques entre assurés et assureurs, entre la communauté des assurés et l'assureur. Une deuxième famille que nous avons identifiée comme pouvant être pertinente dans le cadre de la mesure de la mutualisation a été l'entropie. Donc, pour résumer schématiquement, dans le cas d'une mutualisation, la mutualisation la plus totale, en vision technique ici exclusivement, chaque assuré, cas de mutualisation parfaite, chaque assuré paye une prime unique qui est la prime moyenne, l'espérance de sinistralité, alors que, et du coup, toute la variabilité du risque est portée par l'assureur. Dans le cas d'un cas de démutualisation ou de segmentation, la prime payée par l'assuré est cette fois-ci conditionnelle à ses caractéristiques, donc devient aléatoire devient variable au regard des caractéristiques de chaque assuré. Il y a cette fois-ci un transfert du risque de structure dans la tarification et l'assureur ne porte plus qu'une partie de la variabilité. En termes de mutualisation, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que en termes d'indicateurs, ça signifie qu'en cas de mutualisation, on a en fait une prime unique, alors qu'en cas de démutualisation, on a des primes plutôt segmentées. Tout le risque est porté par l'assureur. On a plusieurs profils de risque ici qui sont couverts par un unique tarif. On a plusieurs profils de risque différents, mais pour lesquels on applique un unique tarif. Par contre, si on analyse le cas de variance maximale, on se rend compte que la variance est maximale lorsqu'on a très peu de profils différents dans un portefeuille, très éloignés les uns des autres. Donc, on pourrait, schématiquement, ça veut dire qu'on a un portefeuille dans lequel on a soit des très bons risques à gauche, soit des très bons risques, soit des très mauvais risques en égale proportion. Et c'est là qu'on aurait un cas de mutualisation par un modèle dans lequel, une stratégie tarifaire dans laquelle on aurait une forte mutualisation. Ça ne nous a pas paru très réaliste Du coup, on s'est réorienté. On a regardé également dans la littérature, cette fois-ci tirée de la théorie de l'information, une autre mesure qui mesure non pas la dispersion en termes de volatilité, mais en termes de mélange. Cette fois-ci, dans le cas de mutualisation, on peut voir un portefeuille mutualisé comme un portefeuille dans lequel les tarifs sont peu informatifs. Donc, en ce sens que le tarif ne révèle pas vraiment d'informations sur le risque individuel. Le portefeuille en vision information, le portefeuille est facile à décrire si les tarifs devaient être encodés sous forme de bits. On verra plus tard pourquoi parler de bits ici. Si les tarifs devaient être encodés sous forme de bits, ceci serait facile à décrire. Et les profils en question il y a une sorte de mélange des profils. Tout ceci mis ensemble nous oriente vers une notion en physique qui s'appelle l'entropie, qui concerne en fait un mélange qui mesure à quel point une population est mélangée. Et d'ailleurs, le cas d'entropie maximale semble correspondre avec un portefeuille bien mutualisé, en ce sens que l'entropie est maximale lorsqu'on a dans un portefeuille, lorsqu'on a dans une population des sous-populations d'égale proportion. Donc, l'entropie est maximale lorsqu'on a dans une population de N assurés, on ferait payer N tarifs différents, c'est-à-dire un tarif unique à chacun des assurés, ce qui semble correspondre quand même à notre schéma de démutualisation totale. Donc, partant de ce deuxième indicateur, cette deuxième métrique sur la dispersion, on est arrivé à cet indicateur qu'on a appelé le niveau d'individualisation. Concrètement, c'est quoi? C'est le ratio de l'information utilisée pour la construction de la prime technique sur l'information qu'il aurait fallu à l'assureur pour individualiser les tarifs. Donc, c'est un rapport d'entropie, en fait. Au numérateur, on a l'entropie du vecteur de la distribution des primes techniques. Et au dénominateur, on a l'entropie de la distribution des primes techniques si chaque assuré payait un tarif unique. Donc, c'est un facteur de normalisation, puisque cet indicateur évolue entre 0 et 1. Lorsqu'il vaut 0, on a un tarif unique, le vecteur des primes, c'est un tarif unique qui est répété. Lorsqu'il vaut 1, chaque assuré paye sa prime. Donc, il est bien normalisé. De manière plus schématique, il ne faut pas le voir comme un rapport d'information. On peut regarder son inverse
comme le nombre moyen de profils de risque pour chaque tarif. Le nombre moyen de profils de risque individuel cachés derrière chaque tarif. C'est vraiment une interprétation schématique. On montre que c'est une approximation dans le mémoire, mais ce n'est pas la première interprétation. L'interprétation première, c'est vraiment de le voir comme un rapport d'information. Toujours au sens d'un rapport d'information. Ici, on le voit en vision assureur comme une information contenue dans les tarifs. Pour les assurés, c'est plutôt comment les tarifs révèlent de l'information. Donc, si on a un assureur qui fait un tarif unique, la prime ne révèle en rien l'information sur le risque individuel. Par contre, si on a un premier tarif qui est payé par 60% du portefeuille, qui est cotisé par 60% du portefeuille, et si un assuré paye ce tarif-là, il se rend compte que voilà, il ressemble à 60% de la population. Ou s'il se retrouve sur un profil beaucoup plus rare, par exemple que le tarif P4 payé juste par 1% du portefeuille, il a une information sur son risque également. Il est peut-être dans les 1% les plus risqués de la population. Donc, ça représente donc, dans un certain sens, ça révèle l'information sur la tarification. Plus ce ratio est proche de 1, plus la tarification révèle de l'information sur le risque. Par contre, plus il est proche de 0, moins il y a de l'information révélée. Un deuxième indicateur assez pertinent que nous avons proposé, qui vient compléter le deuxième, qui vient compléter le premier, autant pour moi, est la prime de solidarité. La prime de solidarité, en fait, est vue comme la moyenne des primes cross-financées entre les assurés en portefeuille. Donc, on prend chaque assuré, il a un risque individuel, mesuré notamment avec les variables les plus fines à disposition. Et la décision de tarification technique, de prime technique, l'écart entre les deux représente le montant qu'il transfère au portefeuille si cet écart est positif ou qu'il reçoit du portefeuille dans le cas négatif. Et la valeur moyenne de ces écarts en valeur absolue représente en un certain sens la prime de solidarité, en ce sens que c'est ce qui est cross-financier entre les assurés. Il faut noter qu'il complète l'indicateur précédent parce que cette fois-ci, on a bien l'indicateur en euros, il est monétaire. Il peut être relativisé par rapport au risque moyen pour être comparé notamment avec d'autres produits, d'autres assureurs. En pratique, il faut noter que ces montants cross-financiers représentent bien une prime de solidarité. Il faudrait corriger cet indicateur de la marge technique pour se rassurer que, en gros, la moyenne des primes techniques correspond bien avec la moyenne des risques individuels et non qu'il s'agit en fait d'une marge technique qui ne se retrouve pas partagée entre la communauté des assurés. Les indicateurs simples, ces indicateurs simples permettent déjà de mesurer le niveau de mutualisation ou de démutualisation d'un portefeuille, mais ils ne permettent pas de mieux cerner quels sont les facteurs dans la tarification qui induisent de la démutualisation. D'autres souhaits également, dans le cadre de nos travaux, étaient de produire des indicateurs qui seraient mesurables sur des portefeuilles incomplets, donc ceux sur lesquels on ne dispose pas d'une information intégrale ou même d'un historique de sinistralité, ce qui n'est pas possible avec ces indicateurs simples. On aimerait également réduire la dépendance au modèle. Vous avez vu notamment avec l'indicateur précédent qui dépend assez fortement du modèle de risque individuel, notamment le modèle qui produit les primes Burning Cost Omega. On aimerait, du coup, ça le rend très peu comparable entre assureurs. Cela nous a donc poussé à proposer une nouvelle classe d'indicateurs appelée, peut-être de manière pompeuse, indicateurs exotiques. J'en présente un plutôt rapidement. C'est pas assez évident à présenter en 2 secondes. Mais en gros, il utilise deux concepts. Il mesure la mutualisation comme une mutualisation observée sur une information partielle du portefeuille et une mutualisation résiduelle sur une information inconnue, mais dans un espace dans lequel on aurait une information sur la dispersion générale des profils de risque sur le marché. Il utilise 2 notions théoriques. Il utilise la complexité de Kolmogorov, notamment pour mesurer la mutualisation observée, et l'entropie de Shannon, encore, pour mesurer la mutualisation résiduelle. Pour donner les intuitions sur cet indicateur, là encore, il est normalisé entre 0 et 1.
À l'inverse de l'autre, quand il vaut 0, on est dans une situation de démutualisation et quand il vaut 1, on est dans le cas d'une mutualisation totale. Pour donner des intuitions, un portefeuille au regard de cet indicateur est mutualisé si sa structure recouvre bien la structure du marché. Donc, un assureur comme celui-ci, qui se concentrerait sur une niche, disons une niche spécifique du marché et qui ne tenterait pas de recouvrir toute la structure du marché, sera considéré comme démutualisé au regard de cet indicateur, alors qu'ici, on aurait un assureur plutôt mutualisé. Son fonctionnement technique consiste en fait à partitionner le portefeuille de l'assureur au regard d'un partitionnement préconstruit de la structure de marché. Ici, on a une sorte d'arbre de décision, en fait, c'est juste un arbre de décision qui est construit pour partitionner le risque de marché, pour partitionner le risque d'intérêt ici en fonction des caractéristiques. Il est important de préciser que l'outil qui encode, disons, la structure des risques du marché doit être construit au niveau du marché et non du portefeuille de l'assuré. Sinon, tous les portefeuilles seraient très bien mutualisés, à dire. Donc, voilà, de manière très sommaire, on pourrait revenir là-dessus dans la séance de questions si nécessaire. Okay. Maintenant, on passe aux applications. Dans le cadre pour l'application, nous avons appliqué ces indicateurs sur l'extension de garantie automobile de BNP Paribas Cardif. Donc, pour le produit, c'est de l'extension de la garantie constructeur au-delà de l'extension de la garantie constructeur entre 2 et 7 ans. Donc, le portefeuille existe depuis 2001. On a à peu près 110 000 polices par an, un certain nombre de facteurs de risque, y compris la marque du véhicule, qui pourrait permettre d'obtenir une segmentation très fine du tarif, mais qui donnerait naturellement une explosion des tarifs et rendrait difficile de maintenir le tarif en question. Et au final, la grille tarifaire chez Cardif n'est basée que sur très peu de facteurs de risque pour ce produit. S'agissant de la stratégie de construction et de validation des modèles, la base d'entre 2010 et 2019, avant 2010, il n'y avait pas assez de données dans le portefeuille et le portefeuille était en croissance. Nous n'avons pas jugé nécessaire d'aller en deçà de 2010. Donc, nous avons travaillé entre 2010 et 2019. Nous avons utilisé 80% de ce jeu de données pour construire les modèles de tarification, 20% pour les valider. Et une nouvelle année, l'année 2020, a servi pour le calcul et la comparaison des indicateurs de mutualisation. Okay. La démarche de construction de ces modèles de tarification a été somme toute assez classique. Première étape sur la préparation des données, ensuite la description, donc regarder les tendances sur toutes ces années. Est-ce que le risque croît? Est-ce que le risque décroît? Est-ce qu'il est relativement stable? Une sélection des variables, a priori pour certaines, incluses dans le modèle pour d'autres. Et comme je le disais tantôt, un découpage entre un test et hold-out ici pour plutôt le calcul des indicateurs qu'une deuxième validation. Donc, beaucoup de régularisation dans les modèles pour éviter du surapprentissage, une mise en comparaison d'un modèle actuariel classique, le modèle linéaire généralisé, GLM, et un modèle de machine learning, modèle type machine learning, type boosting, précisément le modèle LightGBM. Okay. À partir de ces modèles, donc, nous avons pu calculer les indicateurs de démutualisation et de mutualisation. Les deux indicateurs présentés précédemment, c'est les deux au centre là. Il y a d'autres indicateurs que je n'ai pas forcément présentés ici, parce qu'il y en a à peu près 7 au final. Certains sont redondants, mais les deux plus pertinents nous vont sembler être ces deux-ci. Donc, qu'est-ce qui est représenté ici? En abscisse, nous avons en fait plusieurs modèles en fonction du nombre de variables tarifaires incluses dans le modèle, triées de la variable la plus pertinente à la variable la moins pertinente. Donc, on a tout à gauche un modèle à une seule variable et en ordonnée. On a tout à gauche un modèle à une seule variable et tout à droite un modèle avec l'ensemble des variables à disposition, donc 9 variables précisément. En ordonnée, à chaque fois, nous avons un indicateur de mutualisation ou de démutualisation différent. Donc, on s'intéresse à ces deux-là juste, le niveau d'individualisation et la prime de solidarité. Déjà, le constat général, c'est que les indicateurs sont assez cohérents avec les intuitions. À mesure que le niveau de segmentation augmente, les indicateurs varient dans le bon sens, disons.
Et de plus, ils sont assez informatifs parce qu'on se rend compte, si on regarde la prime de solidarité par exemple, que celle-ci passe d'une valeur d'à peu près 40 € lorsqu'on segmente avec une seule variable à une valeur de moins de 5 € lorsqu'on utilise toutes les variables à disposition pour créer une segmentation. À l'inverse, le niveau d'individualisation, lui, va aller de 20% à peu près à plus de 95%. Donc, on arrive quand même assez à individualiser les tarifs si on venait à inclure toutes les variables, contrairement à un schéma où on aurait un niveau de mutualisation assez important. Okay. Qu'en est-il donc de la stratégie de BNP Paribas Cardif à proprement parler? La tarification est basée sur 4 facteurs. Bon, ce n'est pas exactement la vraie tarification pour des soucis de confidentialité, naturellement. On a quelques facteurs ici, la formule, l'âge, la puissance, juste ces quelques facteurs, alors qu'il y en a 10 à disposition. À partir de ces facteurs, on pourrait passer, à partir de tous les facteurs, on pourrait avoir une distribution des primes qui ressemblera à celle-ci, mais juste sur cette grille tarifaire, on aurait juste cette distribution aussi. Donc, il y a un regroupement assez important des profils de risque par la prime technique déjà. Et qu'en est-il si on regarde au-delà de la prime technique, les chargements assureurs, les marges, c'est-à-dire l'écart entre la prime commerciale et le profil de risque, le profil de risque ici, on se rend compte qu'au-delà de ce regroupement des profils de risque, il y a également, au moyen de, disons, on appelait cela l'optimisation layer dans tout le mémoire, pour ceux qui l'ont regardé, il y a une sorte de raffinement, on lisse encore davantage les profils de risque avec cette couche de chargement assureur. Donc, tout ceci aboutit donc à une démutualisation assez modérée sur ce portefeuille qui est confirmé par les 2 indicateurs retenus. Notamment, le ratio d'information se situe à 0,2, ce qui schématiquement, je précise ici, signifie que pour un tarif donné, on a 5 profils de risque différents qui pourraient être individualisés avec toute la grille, avec toutes les informations à disposition. En ce qui concerne la prime de solidarité, elle est évaluée ici à 33 €. On met enfin en comparaison, toujours pour analyser les effets de la mutualisation, on s'intéresse ici à 4 assureurs qui appliqueraient des stratégies tarifaires différentes. Le premier utilise juste la formule, le type de véhicule avec 2 modalités et l'âge du véhicule à la souscription. L'assureur numéro 4 accentue sa segmentation en incluant notamment la variable marque. Ces assureurs se retrouvent à proposer des tarifs particulièrement différents. Notamment, on remarque que l'assureur 1, il a des tarifs assez concentrés, alors que l'assureur 4 a une distribution très étalée et qui va chercher des valeurs extrêmes très élevées. Donc, là, nous sommes en situation de monopole, donc il n'y a pas de concurrence. Et on se rend compte que, bon, là, on a les différents indicateurs évalués sur le portefeuille du coup de 2020. Sur le portefeuille en 2020, si on regarde, ils sont complétés par 2 assureurs, l'assureur Omega et l'assureur qui ne réalise aucune segmentation. Si on regarde par exemple l'assureur numéro 4, au hasard, on se rend compte qu'en termes de prime de solidarité, il est à 28 €, alors que l'assureur numéro 1, en termes de prime de solidarité, il est à 37 €. Donc, les indicateurs permettent de dégager une hiérarchie en termes de démutualisation et l'assureur numéro 4 est le plus démutualisé, suivi de l'assureur numéro 2, dont le niveau de démutualisation est assez comparable avec l'assureur numéro 3. L'assureur qui réalise en fin de compte la plus grande mutualisation, c'est l'assureur numéro 1. Il faut noter que les indicateurs sont assez cohérents puisqu'ils aboutissent au même ranking des différents assureurs ici. Mais qu'est-ce qui se passe si on se place dans une situation de concurrence? Parce qu'en pratique, le schéma précédent, il n'est pas très réaliste, il ne correspond pas vraiment à la réalité. Donc, on aurait fait une concurrence simple basée sur les tarifs. On se rend compte dans ce cas que la course à la démutualisation a des effets plutôt négatifs pour le marché et pour les assureurs. Donc, pour analyser ces effets sur le marché, on a analysé déjà le niveau de mutualisation, on a analysé la démutualisation. On se concentre sur l'assureur numéro 1, par exemple. On se retrouve avec le PI SUP de marché assez prévisible. Il a un SUP de 177%,
il est victime d'antisélection très clairement. On peut regarder sur les profils de risque souscrits ici. Il se retrouve à prendre essentiellement que des mauvais risques. Ça, ce n'est pas nouveau. L'assureur numéro 4, pour rappel, qui est le plus démutualisé, s'il est le plus performant en vision attendue, avec un loss ratio attendu de 131%, il n'est pas nécessairement le plus performant en vision réalisée, puisque là, il a un SUP de 140%. C'est l'assureur numéro 2 qui est le plus performant en vision réalisée ici. Donc, et de plus, si on regarde encore la structure des risques du marché, on se rend compte que par sa tarification, l'assureur numéro 4, en proposant des tarifs très élevés, très segmentés, il exclut, il exclut parce que 14% des risques les plus importants du marché trouvent systématiquement moins cher ailleurs que chez l'assureur numéro 1, l'assureur numéro 4. Donc, il exclut d'une certaine manière par ses tarifs 14% des risques du marché. Ainsi de suite, l'exclusion est d'autant plus prononcée que l'assureur segmente l'eau. Une dernière analyse est sur la dégradation de la valeur de marché induite par l'arrivée d'un nouvel acteur qui démutualiserait plus que d'autres. Donc, nous avons réalisé des schémas un peu fictifs où nous avons mis en comparaison 3 assureurs. Nous avons calculé le SUP de marché et rajouté un 4e assureur et calculé le SUP de marché. On se rend compte que dans ce cas, l'arrivée de l'assureur numéro 4 détruit le plus la valeur pour le marché. Donc, il est intéressant enfin de s'intéresser aux raisons pour lesquelles l'assureur numéro 4, bien que l'assureur numéro 4 ne réalise pas cette surperformance financière. Donc, nous avons regardé de plus près la distribution des risques souscrits par les différents assureurs. On se rend compte que l'assureur 4 capte les très bons risques, certes, comme on peut le constater ici, mais capte également quelques mauvais risques. Et sur ces quelques mauvais risques, il n'a pas assez de marge, il n'a pas assez de volume. Son assiette de primes collectées n'est pas suffisante pour financer les quelques sinistres qu'il a sur les très mauvais risques. Donc, ce qui veut dire que pour s'en sortir, il faudrait que l'assureur numéro 4 ajoute à sa politique tarifaire assez agressive déjà une politique de souscription qui est encore plus restrictive, ce qui n'est pas vraiment bénéfique pour le marché. Derrière, de manière plus pratique sur les données, l'assureur numéro 4 manque en fait une amélioration de la sinistralité sur les mauvais risques, ce qui ne lui permet pas de bien financer ce segment-là de son portefeuille. Donc, ici, je voulais présenter rapidement des éléments sur les indicateurs dits exotiques. Je ne vais pas forcément aller en détail, mais ils essayent en gros de représenter le rôle des facteurs de risque dans la démutualisation. Sur cette représentation, notamment, il s'agit du premier indicateur, il s'agit des inputs pour calculer le premier indicateur. On projette tous les assurés dans un espace où les facteurs seraient les contributions au risque des différentes variables. Dans cet espace, on se rend compte notamment, l'assureur numéro 4, en gris ici, souscrit essentiellement aux véhicules ayant des marques souscrit essentiellement les marques qui ont une sinistralité moindre. Donc, les marques les moins risquées, pour faire court. Alors que l'assureur numéro 2 se positionne sur tous les risques de marché, mais effectue une sélection sur la puissance. Il sélectionne également sur la puissance, mais essaye d'être assez diversifié. Comme l'assureur numéro 3. L'autre indicateur, qui est celui présenté dans le mémoire, il nous permet de mieux comprendre la mutualisation avec une information incomplète sur le portefeuille. En analysant notamment cette structure, on se rend compte que l'assureur numéro 2 et 3, que les portefeuilles des assureurs numéro 2 et 3 recouvrent mieux la structure du marché que ceux des assureurs 1 et 4. L'assureur 1, pour rappel, il est victime d'antisélection, donc il se retrouve juste sur il se retrouve essentiellement sur les mauvais risques. Donc, son indicateur de mutualisation réalisé, il reste assez bas, puisque même s'il a une stratégie très inclusive, au final, il ne va souscrire que les mauvais risques parce que les bons risques vont trouver un meilleur assureur, vont se retrouver chez un autre assureur. L'assureur numéro 4, en proposant des tarifs très segmentés, se retrouve sur des niches. Il a donc un indicateur de mutualisation assez bas également. Par contre, les assureurs 2 et 3, que voici, recouvrent mieux la structure du marché et donc ont des indicateurs de mutualisation bien plus élevés. Donc, pour conclure, pour synthétiser, la mise en œuvre de ces indicateurs, de base, voulait répondre à des souhaits, à certaines ambitions. Est-ce qu'ils sont tous réalisés? Non.
Par exemple, le caractère calculable pour les concurrents n'est pas du tout possible pour les indicateurs simples. Il faudrait avoir une information sur la distribution. Il faudrait avoir une distribution des tarifs ou le portefeuille en entier, ce qui n'est pas du tout faisable. Avec les indicateurs exotiques, on pourrait le faire partiellement à condition d'avoir une distribution, une information sur la distribution du portefeuille, plus ou moins, même si elle est quand même macro, mais derrière, il y a une contrainte sur l'existence d'un encodeur des risques du marché. Mais d'autres indicateurs sont d'autres ambitions sont quand même réalisées. On voit bien qu'ils dépendent, ils dépendent des profils de risque en portefeuille, de BC Omega. Ils dépendent des choix techniques et commerciaux des assureurs. Ils rendent compte de l'information disponible pour mesurer le risque, c'est-à-dire l'écart entre X oméga et oméga. Peut-être pas parfaitement, mais même si de manière imparfaite, ça permet quand même d'apporter certaines compréhensions en quelque sorte. Pour le côté interprétable et facilement calculable, on se rend compte que les indicateurs simples sont plutôt facilement calculables, ce qui est avantageux, je crois. Pour l'interprétabilité, si la prime de solidarité est assez interprétable, ce n'est pas nécessairement le cas pour le ratio d'individualisation et encore moins pour les indicateurs exotiques. Au final, c'est quoi la recommandation? Nous recommandons d'utiliser le niveau d'individualisation et la prime de solidarité, puisqu'ils sont assez complémentaires, plutôt interprétables à côté des autres et cohérents avec les intuitions actuarielles. Par contre, il est important de préciser ici que ces indicateurs ne font pas de jugement de valeur et ils doivent nécessairement être complétés par d'autres mesures d'équité telles que la valeur client et d'autres indicateurs. Rappelons ici quelques utilisations possibles de ces indicateurs de mutualisation peuvent être utilisés pour de la communication, pour communiquer sur sa stratégie en tant qu'assureur, pour communiquer avec un partenaire commercial afin de justifier de la nécessité d'avoir des tarifs plus segmentés et donc de faire évoluer la technologie de distribution du partenaire pour le suivi du portefeuille ou même pour orienter des décisions actuarielles basées sur l'évolution, intégrer une nouvelle contrainte lors de la segmentation tarifaire en disant qu'on n'aimerait pas avoir une démutualisation au-delà d'un certain seuil, par exemple. Voilà, je ne rappelle pas nécessairement des conclusions connues ici. Donc, je ne rappelle pas nécessairement des conclusions connues ici, mais je rappelle ici qu'en situation de monopole, la démutualisation permet de secourir du risque de structure, mais elle rend potentiellement plus sensible à la variation sur des niches. En situation de concurrence, c'est un peu plus difficile de cerner les effets de la démutualisation, mais on a des visions attendues. En vision attendue, l'assureur le plus segmenté devrait être le plus performant, mais ce n'est pas nécessairement le cas, toujours à cause des erreurs de modèle, de la volatilité, des fluctuations de marché, disons. Et je te rappelle, l'absence de segmentation n'est absolument pas envisageable sur un marché concurrentiel, même si l'hypersegmentation ou la démutualisation pourrait apporter moins de valeur au marché qu'il ne le paraît en amont. Voilà. Bon, les limites, je pense que je vous ai partagé ça à mesure que je développais les indicateurs, mais pour les perspectives, il faudrait creuser le lien entre l'assurabilité et la segmentation, voir comment intégrer l'équité dans ces indicateurs pour que ce soit des indicateurs de valeur. L'assurance des emprunteurs, ça fait débat, ça pourrait être intéressant de s'y mettre et d'évaluer le niveau de mutualisation des stratégies pour mieux communiquer. Pour les assureurs qui souhaiteraient parmi vous évaluer ces indicateurs sur leur portefeuille, le code pour les évaluer est disponible et en open source sur GitHub. Par contre, il s'agit juste du code des indicateurs, pas du code des modèles proprement parlé. Donc, merci beaucoup pour votre aimable attention. Je pense que voilà, je termine dans les 45 minutes, plus ou moins. Je vais donc essayer de prendre vos questions pour celles qui sont déjà disponibles.
Donc, il y a une question sur la possibilité d'appliquer les indicateurs en cas d'assurance sur un portefeuille de santé. La réponse est oui. Certes, nous les avons appliqués ici sur l'extension de garantie auto, mais vous avez vu au niveau de la construction, il reste assez théorique, ne suppose pas d'a priori sur la structure des données. Il évalue suppose juste qu'on a un vecteur de prime, donc on a un vecteur qui représente le risque individuel, le risque de chacun des assurés dans le portefeuille. Donc, je pourrais avoir une illustration. Par exemple, pour cet indicateur, dès qu'on a ces deux vecteurs-là, un vecteur de prime technique et un vecteur de prime les plus individuels, on pourrait évaluer la prime de solidarité. Idem, est-ce qu'on a juste le vecteur des primes techniques ici? Même pas besoin du vecteur des primes les plus individualisées. On pourrait évaluer le niveau d'individualisation. Donc, c'est appliqué sur l'extension de garantie auto, mais c'est généralisable à tous les autres indicateurs, à tous les autres produits, facilement. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je vois? Le lien pour le code, effectivement, les slides seront disponibles ainsi que la présentation, ainsi que la vidéo de la présentation. S'agissant du lien pour le code, normalement, il est disponible sur mon GitHub b-noumedem, à l'oral comme ça, tout simple. Sinon, dans le mémoire également, mais d'accord, c'est compris, j'essaierai de la rajouter dans les slides pour qu'à partir des slides, on puisse aussi accéder au GitHub. 3 possibilités, juste chercher noumedem GitHub, passer par le mémoire ou du coup les slides. 3 possibilités pour trouver le code. Je vois d'autres questions arriver. OK. J'ai une question sur l'assureur numéro 4 dont la performance réalisée n'est pas nécessairement, pour laquelle l'assureur 4 ne surperforme pas. Effectivement, sur le caractère généralisable de cette conclusion, rappelons ici, c'est vraiment un cas sur données. Ce n'est pas un exemple construit par contre, c'est ce que nous avons trouvé dans le cadre de cette donnée-là. Est-ce que c'est généralisable? Non. Ça alarme sur le risque, de volatilité du marché, de volatilité et les erreurs de modèle, mais ce n'est pas nécessairement une conclusion qui peut être gravée dans le marbre et généralisée. Donc, on pourrait s'avancer dans ce sens-là, je crois. Avoir apporté des éléments de réponse en ce qui concerne la question. Ensuite, nous avons une question sur le modèle. Pardon, ça bouge pas mal. Donc, je vais essayer de stabiliser. OK. Oui, effectivement, l'une des limites de donc la question, je vous la lis. La quantification de la prime de solidarité est également très dépendante du modèle utilisé pour calculer les primes de risque individuel, notamment si on utilise un modèle de machine learning versus un GLM avec plus de critères. Effectivement, il y a cette dépendance au modèle de risque individuel qui est, comme nous l'avons souligné, une limite de cet indicateur-là, raison pour laquelle nous ne préconisons pas de l'utiliser tout seul. Son intérêt, c'est qu'il est très compréhensible par le grand public, contrairement au niveau d'individualisation qui l'est un peu moins. Donc, préconisons d'utiliser les deux ensemble. Et si on veut se débarrasser complètement de la dépendance au choix de modélisation, on pourrait utiliser les indicateurs plutôt exotiques, donc le ratio de mutualisation généralisé, par exemple. Donc, merci pour la remarque, c'est vrai. Cet indicateur dépend des choix de modèles. Nous n'avons pas vu comment faire autrement.
Du coup, il y a une question sur le lien entre la mutualisation et le niveau et le SCR. Entre le niveau de mutualisation et le SCR, alors, pas particulièrement étudié, mais l'intuition que j'aurais à ce niveau, c'est qu'à mesure qu'un assureur est démutualisé, avec les risques de volatilité, notamment présentés pour l'assureur numéro 4, il devrait avoir un SCR plus grand. Il devrait avoir une composante erreur de modèle, risque de modèle, qui ferait augmenter son SCR. Donc, il faudrait peut-être pousser un peu plus l'étude, mais de manière intuitive, à mesure plus l'assureur est mutualisé, si un assureur est très mutualisé, il devrait avoir un SUR qui est beaucoup plus faible puisqu'il y a moins de volatilité dans ses tarifs et donc il est moins sujet au risque de modèle. Ensuite, voilà, ça ne bouge plus ce truc. Dans le cas de pourquoi les indicateurs seraient pertinents pour l'assurance emprunteur, tout simplement parce que dans le cas de l'assurance emprunteur, on a des questions justement sur des orientations à prendre pour ces produits, pour ce produit. Faut-il aller davantage vers une assurance groupe plutôt que des assurances individuelles? Faut-il segmenter? Faut-il trouver les moyens de contourner le droit à l'oubli du questionnaire médical, donc sur-segmenter avec d'autres facteurs pour essayer de récupérer l'information qu'on aurait eue à travers le questionnaire médical. Donc, il y a toutes ces questions-là autour de la mutualisation, ou alors vaut mieux aller tout simplement vers des tarifs plus agrégés. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui a motivé la mise en place de la loi Lemoine, c'était pour avoir des tarifs plus inclusifs, pour se rassurer que tout le monde pourrait souscrire à cette assurance. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons dit dans la présentation que ces indicateurs sont particulièrement adaptés à l'assurance emprunteur. Question très intéressante sur l'assurabilité, du coup. Est-ce qu'on pourrait envisager d'utiliser les indicateurs du mémoire pour arriver à une définition de ce que c'est qu'un risque assurable, c'est-à-dire offrant un minimum de mutualisation? Oui, je crois que c'est vraiment l'orientation dans laquelle nous avons travaillé, de construire des indicateurs qui pourraient... ces indicateurs, s'ils sont bien construits, moi, le régulateur pourrait arriver à imposer ou suggérer, orienter le marché en disant on n'aimerait pas avoir, par exemple, un niveau d'individualisation qui soit à 95%, soit au-delà de 90%. Donc, on pourrait contraindre un niveau de démutualisation générale en étudiant, bien sûr, le lien entre l'assurabilité et la mutualisation. On pourrait trouver des seuils plus ou moins stricts, disons des indicateurs, et pousser le marché vers une dynamique collective d'assurabilité. Dans d'autres questions? Merci pour les compliments, merci beaucoup. Peut-on dire que le premier qui poussera la démutualisation à fond prendra le marché, et contiendra les autres et contraindra les autres à suivre? OK. Donc, je vous lis la question pour que tout le monde puisse savoir à quoi je réponds. Peut-on dire que le premier qui poussera la démutualisation à fond prendra le marché et contraindra les autres à le suivre, la mauvaise pratique contaminant ainsi le reste du marché au nom de la concurrence? Ne serait-ce pas au régulateur d'intervenir grâce à vos indicateurs pour contrôler d'éventuels excès? Donc, ça rejoint la question précédente. Et effectivement, dans les travaux déjà de Charpentier et de Denuit en 2015, il y avait cette question sur la spirale de la segmentation, dans laquelle quand un assureur essaie de segmenter beaucoup, d'autres assureurs seront amenés à segmenter également. Si on suppose juste que la concurrence est basée sur les tarifs, d'autres assureurs seront amenés à segmenter également. Et cela, comme on l'a vu, ce n'est pas très favorable pour le marché, puisque
SUP de marché se dégrade et ça dégrade l'assurabilité des générales. Effectivement, il y a une question pour le régulateur ici, à mon sens, à mon humble avis. Il y a que le régulateur qui pourrait intervenir pour réguler un peu l'assurabilité et les indicateurs. Ça pourrait être justement un très bon moyen pour le régulateur pour communiquer ou pour imposer des choses aux assureurs. Voilà. Il n'y a plus d'autres questions. Je pense que justement, on est pile poil au bon moment. Pile poil au bon moment. En tout cas, merci beaucoup pour... Non, une dernière question. Encore une dernière question. Ok, c'est juste une remarque sur la nécessité de creuser le lien entre la rentabilité et la mutualisation. Et effectivement, c'est l'une des pistes qu'on aimerait donner à ce travail à l'heure actuelle. Et je suis assez ouvert pour collaborer dans ce sens-là s'il y a des personnes intéressées. Merci beaucoup pour votre aimable attention, pour vos questions. OK, une dernière question qui tombe à la dernière seconde. Cette question a peut-être été posée, mais qu'en est-il de la perception du client d'une hypersegmentation? C'est assez compliqué de répondre là, de répondre dans l'absolu. Je pense qu'on pourrait avoir un peu de tout côté client. On pourrait avoir des clients à qui, si on tient le bon discours, seraient prêts à payer une surcote de prime pour être plus solidaires envers la communauté. Au contraire, d'autres ne seraient absolument pas prêts du tout. Chacun voudrait, si c'est possible pour lui, d'avoir le prix de son juste du juste risque. Bon, après, à savoir, c'est que la signification de ce thème. Donc, disons, on pourra avoir le tout. Les assurés qui souhaitent payer les tarifs les plus individualisés, d'autres qui sont prêts à faire des efforts pour l'assurabilité de la communauté, donc pour des efforts en termes de primes de solidarité. Tout dépend de comment c'est présenté par l'assureur et comment c'est porté par le régulateur, à mon sens. Je vois que le nombre de connectés commence à décroître, donc on a atteint la fin. Merci encore pour votre aimable attention et à très bientôt.